Je vais vous parler de clignement révélateur, de ce qui se passe dans la tête, ailleurs qu'ici et maintenant. Donc je vais vous parler des clignements des yeux comme révélateur de ce qui se passe ici et de ce qui se passe ailleurs. Notre activité mentale, elle dépend directement du contexte de ce qui nous entoure, de ce qu'on appelle l'Umwelt, le monde propre, mon environnement propre, ma sphère. Ma sphère qui est une sphère sensorielle qui imprime des sensations, des perceptions, des reconnaissances dans mon esprit. Et puis ma sphère motrice qui s'exprime par des mouvements, des gestes, des actions. Mais mon activité mentale, elle varie aussi hors du contexte, puisque je peux me souvenir, je peux imaginer, je peux rêver, et ces pensées, ces impressions, ces intentions, elles existent dissociées indépendamment du monde qui m'entoure. Et donc l'activité mentale apparaît occasionnellement dissociée de celle de la matière observable, c'est-à-dire de la matière de l'environnement qui m'entoure et de la matière qui forme mon corps. Et ça suggère ce petit plus que la matière, que parfois on a appelé l'âme, ou une conscience, ou peut-être la mémoire ou la cognition, qui, elle, est uniquement accessible par le langage. Il se passe des choses à l'intérieur, indépendamment de ce qui semble se passer dans la matière. Cependant, le XXe siècle a offert un accès à ce qui se passe dans le crâne et il montre qu'il y a des corrélations qui sont bien matérielles, physiologiques, qui étaient jusque-là inaccessibles avec l'activité mentale. Donc ce sont ces liens entre le mental, l'esprit, et le cérébral, le cerveau. L'activité cérébrale, elle aussi, elle dépend directement du contexte. On a découvert très tôt des sphères sensorielles. Dans la sphère sensorielle, des aires primaires et secondaires qui sont marquées par les sensations visuelles, tactiles, auditives, etc., qui se marquent distinctement dans certaines parties du cerveau. Et de la même façon, notre sphère d'action matérielle a ces corrélats cérébraux avec des aires motrices et des aires prémotrices. Mais l'activité cérébrale, elle aussi, elle varie donc hors contexte. On se souvient, on imagine, on voit faire, on rêve, et on a vu que certaines structures sont spécifiquement activées à certains moments. L'hippocampe, le système limbique, le cortex. Alors voyons ce souvenir. Voilà juste un exemple. Vous avez ici des zones du cerveau qui sont actives aussi bien lorsque l'on encode un souvenir que lorsque l'on reprend ce souvenir. Il y a donc certaines aires qui, de façon à différents moments, sont actives pour des choses qui sont en lien avec l'intérieur et l'extérieur, dans un sens ou dans l'autre. On peut imaginer aussi, dans cette cartographie qui a été faite sur de nombreux travaux, on voit en jaune des zones qui sont actives à la fois aussi bien, ou en tout cas aussi bien lorsque l'on se rappelle du passé, lorsque on imagine le passé ou lorsque l'on imagine le futur. Donc ces zones sont actives à des étapes différentes, à des moments différents de notre activité mentale. Et puis nous avons les fameux neurones miroirs. Sur cette cartographie, on a des zones qui sont actives aussi bien lorsque la personne exécute une tâche que lorsqu'elle la voit exécutée par quelqu'un d'autre. Dans cet exemple particulier, il s'agit d'émotions faciales qui sont soit produites par la personne dont nous voyons le cerveau, l'ensemble des personnes schématisées sur ces coupes de cerveau,
ou lorsque elle voit les expressions faciales émotives d'une autre personne. Et enfin, le rêve. Le rêve est ce moment où le corps est inerte. Lorsque l'on dort, le corps est inerte. Et cependant, on a découvert très vite que l'activité cérébrale qui varie lorsque l'on est éveillé, selon qu'on est détendu, comme nous avons pu l'être avec A, nous produisons des ondes lentes, les ondes alpha. Nous produisons des ondes bêta lorsque nous sommes actifs, comme je le suis maintenant, et peut-être la plupart d'entre vous. Et ces ondes bêta, elles surgissent aussi après le sommeil le plus profond. Et on a ici cette activité. On a ici cette activité des ondes bêta qui surgissent peu avant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, que les anglo-saxons appellent le sommeil REM, Rapid Eye Movement, puisque à ce moment-là, alors que le corps est inerte, l'activité cérébrale ressemble à celle d'un cerveau éveillé. Et non seulement l'activité cérébrale, mais on voit s'agiter les yeux. Et les yeux bougent comme si on voyait un film dans sa tête. Et non seulement on voit s'activer les ondes bêta, mais on voit aussi s'activer les ondes alpha. Le 0 est le début des mouvements des yeux, et les 15 minutes qui suivent montrent non seulement que le niveau d'activité bêta est très élevé, mais aussi l'activité gamma. Or, l'activité gamma est caractéristique de l'attention visuelle consciente. Donc, on a une activité cérébrale pendant le sommeil qui ressemble à celle de l'activité consciente. Alors, on dit parfois que les yeux sont le miroir de l'âme. Du point de vue neurologique, ce sont des extensions du cerveau, c'est une extension du diencéphale. Et il s'agit là donc de phénomènes qui sont directement en lien avec le cerveau, mais qui sont accessibles finalement sans grand appareillage. Je tiens à préciser qu'il s'agit de phénomènes oculopériphériques, ce ne sont pas les yeux eux-mêmes, mais c'est ce qui est autour des yeux. Et un autre phénomène périphérique à l'œil et non impliqué dans la vision, comme les mouvements rapides des yeux, c'est le clignement des paupières. Est-ce que le clignement des paupières sert à la protection de la cornée? Sans doute. Nous avons un clignement réflexe, chacun l'a expérimenté, et nous avons aussi connaissance du rôle des paupières dans l'étalement du film lacrymal qui va polir la surface de l'œil. Chez un adulte au repos, il y a à peu près 15 clignements par minute. Chez les nouveau-nés, nous n'avons compté que 2 clignements par minute. Chez un adulte en activité mentale, 25 à 30 clignements par minute. Donc, les rôles périphériques du clignement des yeux sont difficiles à expliquer dans ces conditions. Pourquoi tant de clignements? Nous avons nos mesures. Ici, nous avons nos mesures. On voit qu'il y a étonnamment peu de clignements chez l'enfant. En ordonnée, nous voyons qu'on dépasse à peine un clignement toutes les 20 secondes. Ces enfants ont été enregistrés en même temps que leur mère qui leur donnait le biberon, et on voit que l'adulte, dans les mêmes conditions, cligne plus de 2 fois plus. Mais même ces clignements des mères sont assez faibles. J'ai dit tout à l'heure que le clignement des yeux augmentait avec l'activité mentale, indépendamment de la vision. Nous avons donc effectué une menée d'expérience dans laquelle on va demander une tâche cognitive qui n'emploie pas les yeux. La personne doit trier des pièces de monnaie. Au toucher, elle a un cache qui l'empêche de voir ce qu'elle fait. Les résultats sont assez démonstratifs. Lorsque la personne trie les objets, ce qui est la barre de droite,
les clignements sont extrêmement élevés. Lorsque on lui demande simplement de touiller les pièces de monnaie sans y toucher, sans les empiler, sans consigne autre que de les toucher, on voit que le clignement est beaucoup plus faible. Et lorsque la personne est simplement assise au poste de travail sans rien faire, les clignements sont encore plus faibles. On pourra dire quand même, remarque quand même que ces clignements sont beaucoup plus élevés que ceux de la mère que nous avons vu tout à l'heure. Alors je voudrais maintenant rentrer dans une mise en parallèle entre le langage et le voyage. Le langage, c'est plus que la communication. La communication, elle signale juste l'actualité de l'émetteur. Si je dis « aïe », je manifeste quelque chose ici et maintenant, mon état. Et dans le langage, il s'agit d'objets tiers. On ne parle pas d'ici et de maintenant. C'est un autre lieu, peut-être une autre heure, et pendant longtemps, on a cru que le langage était l'exclusivité de l'homme, jusqu'à ce que von Frisch montre que chez les abeilles, eh bien, lorsque l'éclaireuse arrive à la ruche, elle danse d'une certaine façon, qui va indiquer aux butineuses qui vont sortir de la ruche directement en direction de l'arbre en fleurs. Donc le langage, c'est parler d'ailleurs, c'est parler de ce qui ne se trouve pas nécessairement ici et maintenant. Alors, lorsque l'on parle, les clignements des yeux augmentent. Et cette augmentation des clignements des yeux n'est pas due uniquement à une activité motrice, puisqu'on peut comparer le nombre de clignements d'une personne qui parle à celle d'une personne qui est simplement en train de mâcher du chewing-gum. Lorsque l'on regarde nos mères et nos enfants en situation d'allaitement, on voit que la mère cligne très peu des yeux lorsqu'elle est avec son enfant. Elle cligne encore moins lorsqu'elle parle, parce qu'elle n'a donc pas l'activité de parler, ni les mouvements phonatoires, ni l'implication du système cérébral qui permet de parler, puisque lorsqu'elle s'adresse à l'adulte qui manipule, tout d'un coup, ses clignements triplent. Lorsqu'elle parle avec un adulte et lorsqu'elle parle avec un enfant, c'est véritablement du langage. Oui, ça s'est bien passé, qu'est-ce que vous allez faire, comment je dois m'installer. Lorsqu'elle parle avec son enfant, en fait, c'est juste ça va mon bout de chou, elle est dans l'ici et dans le maintenant. Alors, on a décidé, après ces observations qui étaient très significatives et qui n'étaient pas induites, nous avons décidé de travailler un petit peu plus sur le langage, et c'est là qu'on se rapproche un petit peu du langage mondial. Nous avons fait une expérience de course-trésor. Alors le principe est assez simple. Nous avons un premier voyageur qui va effectuer un itinéraire qui lui a été indiqué à l'intérieur du bâtiment. Il fait un grand tour, et quand il a fini son tour, il s'assied devant une autre personne à qui il va indiquer l'itinéraire. Cette deuxième personne va ensuite effectuer le même itinéraire. Et donc, la situation focale, c'est cette situation où le locuteur, qui est finalement, qui évoque un voyage mental, un voyage qui est passé, s'adresse à un écoutant qui, lui, peut s'imaginer un voyage futur. Évidemment, on a une situation de contrôle dans laquelle la personne est toute seule et en silence, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Alors, les résultats sont en accord avec le reste de la littérature. Lorsque la personne est silencieuse, elle cligne beaucoup moins que lorsque la personne parle. Là, on voit ici aussi que lorsque la personne écoute. Donc, il semblerait que ce voyage mental, ou l'expression de ce voyage mental, ou l'entente de ce voyage mental, suffit à augmenter les clignements des yeux. Si la personne, je serais moins intéressant, si la personne répète simplement un itinéraire à quelqu'un qui l'a déjà passé, donc le personnage en clair ici a déjà fait
le voyage et l'autre lui répète le voyage mental, lui répète l'itinéraire, on voit que l'activité pour celui qui parle est plus élevée. Celui qui parle doit s'imaginer le voyage et son activité est bien plus élevée que lorsque il est silencieux et est semblable à ce qu'il est lorsqu'il donne des instructions la première fois. Par contre, l'écoutant, lui, est beaucoup moins impliqué, semble-t-il. En tout cas, les clignements des yeux montrent qu'il n'est pas dans le même état mental que lorsqu'il entend pour la première fois un itinéraire qu'il devra poursuivre. Ici, son écoute est absolument passive. Alors, on peut aller plus loin, on peut demander à la personne simplement de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., devant quelqu'un qui s'en fiche complètement. Et devant ce discours insipide, eh bien, on observe une augmentation de l'activité de clignement des yeux de la part de la personne qui parle, moins importante peut-être de lorsque elle parle véritablement, lorsqu'elle récite, mais par contre, la personne qui est à côté et qui écoute simplement, on voit qu'elle reste au niveau de base de la personne qui était seule, toute seule. On va arriver à un voyage strictement mental maintenant, dans une situation expérimentale dans laquelle le locuteur, entre guillemets, ne parle plus, mais il parle dans sa tête devant, à titre de contrôle, un écoutant qui n'écoute rien puisqu'il ne prononce rien. Et on va comparer ça à la situation de contrôle des deux personnes silencieuses l'une en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que lorsque la personne est en description mentale, eh bien, son activité est presque aussi haute, ou elle est semblable à celle qu'elle présente lorsqu'il parle à voix haute, alors qu'évidemment, l'écoutant qui n'écoute rien, bien sûr, reste au niveau de ce qu'il était lorsqu'il est en milieu silencieux en face de son locuteur. Alors ces travaux de mental speech nous rappellent les expériences de Levenbrück sur la petite voix dans la tête, et on a fait une petite collaboration avec Olivier Clerc sous les directions d'Hélène, dont le principe était le suivant. Dans une première étape, les participants sont mis en face d'images qu'ils doivent mémoriser. Lorsque cette image est mémorisée, dans la deuxième étape, soit la personne doit visualiser dans sa tête l'image qu'elle a vue, soit elle doit décrire verbalement dans sa tête, toujours dans sa tête, décrire verbalement dans sa tête, l'image qu'elle a observée. Donc on a un cas de stricte visualisation mentale et un cas de verbalisation mentale, dans les mêmes conditions. Et puis, à titre de témoin, on a la personne qui est simplement en vagabondage mental, et par un système de questions qu'on appelle des sondes, on arrive à s'assurer que la personne est en voyage mental. Alors ces travaux étaient destinés à voir si des potentiels myographiques, c'est-à-dire l'activité musculaire de façon imperceptible sans que les mouvements soient visibles, est-ce que cette activité musculaire du visage qui est impliquée dans la parole, est-ce qu'elle serait évoquée lorsqu'on parle dans sa tête? Est-ce que finalement il y aurait des micro-mouvements ou des micro-tensions des muscles du visage? Eh bien, les électromyogrammes du visage, placés sur le front, les joues, les lèvres, le menton, le cou, marquent aucune différence significative, qu'on soit dans une situation ou dans l'autre, que la personne visualise une image dans sa tête, qu'elle la décrive verbalement, ou qu'elle soit en vagabondage mental verbalisé. Avec une petite exception, la joue un peu plus active pendant la description, plutôt qu'en vagabondage mental. Par contre, les clignements, eux, marquent une nette distinction. Lorsque la personne est en visualisation, ces clignements des yeux sont plus faibles que lorsqu'elle est en vagabondage mental, évidemment plus faible aussi que lorsqu'elle est dans la description
dans la description verbale. Alors, cette baisse de l'activité lorsqu'on est en visualisation rappelle d'autres travaux qui montrent que les clignements des yeux peuvent chuter lorsque la personne a une activité visuelle qui est importante. Par exemple, en situation de jeu vidéo, des jeunes peuvent, les joueurs, pardon, peuvent avoir un taux de clignement qui chute au point qu'on dépasse les 60 secondes sans aucun clignement, ce qui pose d'ailleurs des problèmes oculaires. On sait aussi que les clignements des yeux baissent pendant le mensonge. Lorsqu'une personne ment, elle a tendance à cligner beaucoup moins les yeux. Et cette inhibition est expliquée par une nécessité d'attention à l'extérieur, et on considère que lorsqu'on cligne des yeux, il y a une occultation du milieu extérieur de l'ordre de 200 millisecondes, ça peut être plus, et donc c'est un moment où on va basculer d'un intérêt sur le milieu extérieur à un intérêt sur le milieu intérieur. Et c'est un petit peu là-dessus que nous dirigeons des hypothèses théoriques. Le clignement des yeux serait des moments de basculement où, comme lorsqu'on nous demande d'imaginer quelque chose, on a tendance à fermer les yeux, occulter ce qui se passe à l'extérieur pour mieux se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Sur ces diapos qui concernent le mensonge, et je passe directement au paradigme de tout à l'heure, dans lequel on va demander à la personne de trier les pièces, soit sans les yeux, comme on l'a vu tout à l'heure, ou avec les yeux. Et on observe là, vous voyez à droite, une très très forte inhibition du clignement des yeux lorsque les yeux sont utilisés pour la tâche de tri. Donc, en conclusion, les variations de clignement spontané des yeux accompagnent des augmentations d'activité mentale et donc d'activité cérébrale. Ils sont inhibés par l'attention visuelle, et c'est eux qui nous ramènent de l'ici vers l'ailleurs. L'ailleurs, c'est l'intérieur du crâne, l'intérieur de l'esprit. Et une hypothèse qui se développe, c'est qu'au moment où nous fermons les yeux, c'est un événement qui dure, comme je l'ai dit, 200 millisecondes, pendant lequel il n'y a aucune entrée visuelle. Or, on connaît l'importance de la vision chez l'humain. Et à ce moment-là, il y aurait une espèce de rafraîchissement de l'espace de travail, et ça pourrait intervenir dans les fameuses tranches, dans le fil du décours de notre pensée, les tranches d'activité mentale. Alors, j'essaie de vendre un petit peu cette piste de recherche. On est ici dans une science de basse technologie, puisque vous pouvez faire des expériences facilement avec une caméra vidéo, l'appareillage n'est pas coûteux. Et je voudrais dire aussi que dans de nombreux travaux qui vous ont été présentés aujourd'hui, l'imagerie mentale, en particulier l'EEG, mais dans d'autres techniques d'imagerie mentale, on supprime les petits passages où les personnes clignent des yeux, parce que justement, c'est le moment où il y a des muscles qui travaillent, etc. Or, ces clignements des yeux pourraient, dans une démarche écologique, on va dire, permettre un recyclage de nombreuses données brutes qui sont de plus en plus maintenant disponibles par les principes de l'open science et open data, et de permettre de voir à quel moment clé interviennent ces clignements des yeux. Voilà, je remercie Emmanuel Descroix, qui a fait sa thèse sur les clignements des yeux sous ma direction, et Olivier Claire, qui a effectué l'expérience sur la petite voix dans la tête. Merci.